Bonsoir à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes effectivement mercredi 19e jour du mois de juillet, l'an 2023. Ce grand live est consacré à deux dossiers. Le tout premier, finance et développement durable. Qu'est-ce que nous devons attendre justement du Forum international de Kinshasa qui organise Crédasur et partenaires? L'événement aura lieu à partir du 25 juillet à Kinshasa, dans une série d'événements. Quelques entreprises belges sont signalées à Kinshasa. Nous recevrons la fondatrice des Crédasur Group, Midi Micheng Esther, pour en parler ce soir. L'autre dossier, ou le second, c'est justement les élections qui se prépare au Congo-Kinshasa, beaucoup d'implications extérieures, beaucoup d'interférences, surtout l'Occident. À quoi joue réellement l'Occident alors que les élections sont une affaire du Congo, une affaire des souverainetés, l'affaire des Congolais, des Congolaises? Mouchagalou Sachirouza, Dieudonné Serre avec nous, il est le coordonnateur du panel d'experts de la société civile, la grande édition vespérale. Les informations sur votre chaîne. Nathan est présent pour vous en donner la charpente, autrement les principales articulations. Nathan, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, place à l'actualité mesdames et messieurs. À la une de l'actualité, les FARDC ont porté à la connaissance de l'opinion une nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais en gestation ce mercredi 19 juillet, faisant référence à un communiqué du gouvernement rwandais diffusé hier 18 juillet par Kigali. Toujours dans l'actualité, remise et reprise à l'inspection générale de la police nationale congolaise, les commissaires Raoul Chaloué, désormais vice-gouverneur dans la province de l'Ituri, a cédé son fauteuil au commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiav, qui a promis de traquer sans pitié tous ceux qui freinent la réforme de la police et tous les détourneurs de ses biens pour des fins personnelles. Une semaine après l'assassinat du député national Chérubin Okende, la justice par la voix du procureur général près la Cour de cassation vient de communiquer quelques éléments d'information sur les circonstances de l'affaire. Et enfin, l'ONG Human Rights Watch a appelé l'Union européenne à suspendre les soutiens en Tunisie dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle dénonce les forces de sécurité tunisiennes qui commettent des abus graves contre des migrants noirs africains ces derniers mois. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Christopher Ochokoum. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Nous sommes fixés justement sur l'actualité. Vous l'avez donc bien saisi, les incirconcis du Rwanda tentent encore, par des motifs fallacieux, de protéger la sortie des minerais pillés dans les territoires sous occupation de la milice et de l'armée rwandaise. Une aventure qui ne fera plus long feu. Dans quelques instants, le tout premier invité de ce grand direct. Ici à l'université Révérend Kim, où j'ai le privilège d'ailleurs d'enseigner, partager avec les étudiants la thématique sur la réussite, sur les exemples, ce qu'on peut dire les success stories de notre pays. Ce pays a besoin de valeurs, a besoin de références, a besoin d'orientation.
Et il y a encore des personnes dans ce pays qui peuvent servir de modèle, servir de soubassement de la bonne culture nationale. Et les étudiants ici nous ont témoigné de beaucoup d'écoute. Et je pense que tout ce que nous avons donné comme témoignage aujourd'hui peut rester comme moyen de parvenir à construire une nouvelle société. Que ce soit pour les dames, que ce soit pour les politiques. Un Premier ministre de demain, c'est celui qui réfléchit d'abord, c'est celui qui conçoit, c'est celui qui peut coucher dans un livre des maximes à appliquer dans la vie de tous les jours. Et je pense que nous avons essayé, nous avons tenté de partager ces expériences avec ces étudiants qui construisent en fait le Congo de demain que nous comptons construire désormais. Pour sortir de la pauvreté, de la précarité, il faut beaucoup se sacrifier. La pauvreté n'est que la conséquence de la paresse et de non-travail. Ces certificats vont nous rappeler que nous avons le devoir d'accompagner la jeunesse, que nous sommes un tout petit peu reconnus dans notre propre pays pour ce que nous faisons et nous allons continuer d'honorer ces gestes ô combien louables. Comme annoncé, Esther Mbidi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir Fabien. Vous êtes Mbidi Micheng, Esther, fondatrice de Crédasure Group, qui organise des événements à l'échelle internationale. Après le grand rendez-vous de Bruxelles, c'était la 2e édition à part Kinshasa, qui a déjà aussi, le Congo a déjà reçu 2 événements aussi. Donc il y a eu un forum international, un forum économique international sur les finances et le développement durable. Parlez-nous de ce qui s'était passé en Belgique, en quelque sorte la restitution résumée avant de le faire devant le public congolais. Au Palais du Peuple, le 25 et puis le 26, ce sera au niveau de Fleuve Congo-Tel. Oui. Et voilà, vous avez la parole. Merci encore une fois Fabien. Donc, à chaque fois que je suis ici, c'est un plaisir pour moi de parler de tout ce que nous faisons, tout ce que je fais avec mon équipe. Ce n'est pas la 2e édition en RDC. Nous avons eu plus de 8 éditions, si je ne me trompe pas, depuis le début. Déjà, donc vous êtes venu à certains rendez-vous, oui. on a été déconnectés. Voilà. Vous avez raison. Mais pour la Belgique, Bruxelles, c'est 2 éditions. 2 éditions, voilà. Tout à fait. Alors, pour ce qui concerne la restitution, donc on a eu un très grand forum en mars. Donc, c'est un forum qui a réuni plusieurs entreprises congolaises, du secteur public comme privé. Et nous avons eu plusieurs autorités aussi du gouvernement qui étaient présents, donc avec voilà, les parrains, le président du Sénat qui était accompagné des... Ils sont toujours parrains, Flao et Bahati. Voilà, ils sont toujours parrains. Et voilà, ils étaient accompagnés d'une grande délégation. À part eux, nous avons aussi plusieurs entreprises belges, du secteur public aussi et privé, et des entreprises des autres pays africains aussi. Donc Tunisie, nous avons Congo-Brazzaville, Togo, voilà. Il y a plusieurs pays donc partenaires à ces forums qui ont participé à l'activité des mars. Pour nous, c'était encore une fois une grande réussite parce qu'on a eu une délégation de 50 entreprises turques qui se sont déplacés pour venir au Forum de Bruxelles. On a échangé sur plusieurs thématiques et là, c'est une restitution pour voir ensemble comment on pourrait entrer dans les concrets. Donc voilà, parce que ce projet a eu 2 phases. Donc la phase pilote, donc théorique, où on a eu plusieurs voilà, conférences, plusieurs forums. Maintenant, on passe à la phase pratique où on doit agir. On ne doit pas rester... Il faut agir. Voilà. Concrètement, comment allez-vous agir? La théorie, c'est celle qui a été écoutée en Belgique. En Belgique et puis les éditions précédentes. On a fait les tours de la RDC, Kolwezi, Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Et en Belgique, on a eu 2 éditions. Le but, c'était de voir, essayer de faire l'état des lieux, de la situation, avoir les opinions des différents entrepreneurs et différents secteurs. Au niveau des finances et du développement durable, l'entrepreneuriat est-il aussi au rendez-vous? Bien sûr, c'est même la base. Hein. Donc l'entrepreneuriat, c'est même, je peux dire la base, voilà, notre objectif premier, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneuriat, que ce soit en RDC comme en Belgique. Effectivement, l'entrepreneuriat
booste beaucoup le développement d'un pays jusqu'à rendre le secteur public très très efficace et qui devient le partenaire incontournable du secteur public. On le voit au Japon, le secteur privé est très très puissant et l'État fait comment on capitalise cette opportunité, cette expertise. Le pays ne se construit pas avec des partis politiques, que ce soit 1000 ou moins de 1000. Le pays ne se construit pas avec des discours politiques, avec des colibés, encore moins de polémiques, comme on le constate à Kinshasa. Et comment les Congolais qui avaient participé à cette édition récente en Belgique, on n'y a pas été, on y était l'année dernière, justement. Comment ont-ils réagi? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous qui êtes l'initiatrice de ce forum? Oui. Jusque-là, les entrepreneurs, les Congolais qui participent à nos forums sont satisfaits parce qu'à chaque fois, ils trouvent une solution à leurs problèmes. Et surtout que c'est un forum qui est inclusif, qui intègre tout le monde. Donc toutes les classes sociales s'y retrouvent. Et à chaque fois qu'on organise, on essaye d'intégrer les opportunités pour les plus petits jusqu'aux plus grands. Donc un jeune entrepreneur qui est à la recherche des opportunités de financement s'y retrouve aussi. Une grande entreprise, une multinationale qui est à la recherche des grands partenariats s'y retrouve. Donc tout le monde trouve sa part dans notre forum. Et la preuve en est que voilà, à chaque fois, il y a des entreprises qui se sont déplacées 2-3 fois et des entrepreneurs qui sont devenus presque abonnés à notre forum. Et voilà, donc pour nous, voilà, quand on est satisfait, c'est un retour pour nous. Donc c'est une preuve de voir qu'ils sont satisfaits, que ce soit les étudiants, que ce soit voilà, les entreprises, les banques, les compagnies d'assurance. C'est ce qui nous motive même à continuer à évoluer parce qu'on se rend compte que voilà, ce forum est bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour les entrepreneurs et les entreprises. Donc, voilà. Après donc, le dernier rendez-vous de Bruxelles à Kinshasa, qu'est-ce qui va être dit concrètement? Qu'est-ce qui va être fait dans le domaine des finances? Les banques congolaises ou les banques opérationnelles en RDC et les banques européennes ou turques, qu'est-ce qui va être fait pour pouvoir passer des théories à la praxis? Voilà. Pour ce qui concerne les banques, on a un panel qui est voilà, des salons qui sont divisés en 3. On va aborder les problèmes qui touchent les grandes entreprises et les banques, et aussi la microfinance, et puis les fonds, donc les différents fonds, voilà, des garanties qui existent en RDC, les fonds d'investissement. Pour ce qui est des banques, de manière générale, pour ce qui concerne les panels, les salons financement, la grande problématique, c'est l'accès au financement. Accès au financement. Voilà. Une véritable gageure en RDC avec les banques qui sont opérationnelles chez nous. Accès au financement. Et en Belgique, quelle est l'expérience? Si vous avez suivi ce qui avait exposé la fois passée, c'est facile d'accéder quand même, ou ça pose aussi un problème. Parlons-nous-en. Alors en Belgique, le problème, l'accès au financement de manière générale, le problème reste central parce que pour que ce soit en Belgique comme en RDC, pour accéder au financement, il faut prouver des garanties solides. Parce que la banque ne va pas accorder donc, des crédits à un client qui ne prouve pas assez de garanties, parce que c'est un risque que la banque court aussi. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, surtout en RDC, vous voyez le taux d'intérêt. En RDC, je ne cite pas les maisons ou les banques qui ont asphyxié certains Congolais jusqu'au drame. Certains ont fait les affaires qui n'ont pas tourné. Ils les avaient déjà donné, comment on dit, en gage, les documents, Buku Lupango, et les titres parcellaires. Et il y en a même qui sont dans l'au-delà à cause des soucis parce qu'ils n'ont pas su rembourser. Alors, je crois que de l'autre côté, les choses sont quand même moins pires qu'ici. C'est moins pire et surtout le volet assurance vient aussi renforcer les secteurs bancaires. Alors ce que j'apprécie aussi pour la RDC,
Je vois qu'on tend vers une évolution positive, donc avec la libéralisation du secteur des assurances. Oui. Il y a maintenant l'assurance sur les crédits. Il y a autant d'opérateurs, Voilà. autant de courtiers. C'est ça. Mais je sens que ça ne bouge pas encore. Ça bouge quand même, ça bouge, parce que voilà, quand on compare il y a quelques années, donc il y avait le monopole de la SONAS, et aujourd'hui on a plusieurs compagnies d'assurance qui sont en train de trouver des solutions. Ce n'est pas aussi chose facile, hein, donc vu aussi le niveau des risques du pays, donc les compagnies d'assurance essaient de proposent des produits en fonction aussi du risque. Parce que voilà, comme vous le savez, tous un peu, les métiers de l'assurance, la base c'est tourne au niveau du risque. Ils doivent proposer des produits avec les risques qu'ils maîtrisent, donc elles maîtrisent. Donc, ce qui fait que voilà, pour la partie crédit, donc il y a la banque assurance qui vient encore révolutionner les choses, qui fera que voilà, les produits d'assurance seront commercialisés par les banques. Et en même temps, on va vulgariser les assurances, tout le monde comprendra l'utilité de l'assurance, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'assurance, c'est juste l'assurance automobile et tout, mais il y a plusieurs assurances qui existent. Plusieurs assurances, assurance vie, oui. Assurance maladie, oui. Automobile, il y en a autant, même jusqu'au dernier jour dans la vie sur la Terre. Alors, à ce niveau-là, donc vous allez jouer à la facilitation où vous allez pousser justement les banquiers à plus venir auprès de la population ou des entrepreneurs pour les séduire avec un peu plus d'offres qui ne les asphyxient pas. Voilà, c'est un peu ça le but, donc d'accompagner les entreprises qui seront là. Nous, on va proposer aussi quelques solutions. Comment s'y trouver une complémentarité entre elles? Comment, par exemple, une banque et une compagnie d'assurance pourraient collaborer pour faciliter l'accès au crédit à tout le monde? Et comment aussi, peut-être, une compagnie d'assurance pourrait penser à des solutions pour rendre plus accessibles les assurances à tous? Et comment, par exemple, le FPI pourrait collaborer, par exemple, avec les FOGEC pour donner des garanties? Parce que vous savez, pour avoir un crédit, il faut avoir des garanties, mais beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas cette garantie. Donc voilà, il existe des fonds de garantie. Alors, pendant ces forums, les fonds de garantie pouvoir expliquer c'est quoi son rôle et comment ils pourraient collaborer, comment ils accompagnent les entrepreneurs. Il est prévu une communication dans ce sens, une restitution dans ce sens. Oui, ils seront là, ils seront présents. Donc, les directeurs des fonds de garantie de l'entrepreneuriat, les fonds spéciaux de l'entrepreneuriat et de l'employabilité qui est rattaché au ministère de la Jeunesse. Donc, on a essayé de voir tous les partenaires qui pourraient contribuer, donc trouver des solutions. Il y a aussi le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Est-ce qu'ils sont invités à ce forum? Oui, ils sont invités. Ils sont invités et ils prendront aussi la parole. Ils font partie des panélistes. Alors ça, c'est le volet finance. Maintenant, développement durable. Alors, pour la partie développement... Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que nous devons attendre de ce forum? Alors, pour la partie développement durable, on a plus mis l'accent donc, sur la partie transport, mobilité, donc infrastructure, l'agriculture. Donc, voilà, parce que c'est quand même important, surtout pour l'économie de la RDC. C'est même très important, pas quand même important. Oui, très important, oui. Voilà. Oui. Donc, l'agriculture, on va développer aussi, voir un peu tous les systèmes, voilà, la chaîne des valeurs agricoles, comment on pourrait, voilà, faire en sorte que... Parce que la RDC, on voit qu'il y a plusieurs possibilités que les gens puissent se développer juste grâce à l'agriculture. Mais il manque parfois des moyens. Donc il y a des gens qui ont des terres, mais ils ne savent pas comment les exploiter, faute de moyens. Donc il y a des possibilités d'avoir peut-être aussi des partenariats de l'autre côté, au nord, que ce soit en Belgique ou les autres pays. Ils veulent investir en RDC en apportant les infrastructures nécessaires pour développer voilà, les terres, donc exploiter les terres. Avec la logistique, comment appelle-t-on les instruments ou les machines qui sont miniaturisées maintenant. Ça ne demande pas d'avoir un gros tracteur ou des grosses moissonneuses. Beaucoup de choses avec les amis chinois ont été miniaturisées même, les Européens. Nous avons vu lors du forum de 2022. Oui. Après, j'ai visité la ville, donc à Rennes, une municipalité, la mairie qu'on appelle l'Heureux.
J'ai vu que les gens, il y a des gens qui font l'agriculture, la tomate, choux, ainsi de suite, mais subventionnés par l'Union européenne. Et ces gens, vous voyez un travail formidable avec une production, je peux même dire, mini-industrielle. Oui. Alors, à ce niveau, c'est possible aussi au Congo. Et vous allez pouvoir parler aux gens qui sont aux entrepreneurs dans le secteur agricole. Ouais. Est-ce qu'ils sont invités? Oui, tout le monde est invité. Donc, les entrepreneurs du secteur agricole sont aussi invités. Il y en a qui en auront aussi qui vont exposer, donc voilà, et qui sont à la recherche des opportunités de collaborer pour développer aussi leurs activités. Donc, il y a les entrepreneurs du secteur agricole en RDC et ceux qui viennent aussi d'ailleurs, donc de la Tunisie. Nous avons aussi un grand groupe des Turcs qui veulent venir aussi investir dans les secteurs agricoles. Donc voilà, ils sont invités. Donc, alors, parmi ceux qui se rendent souvent en Belgique, il y a plus d'entrepreneurs congolais, certains décideurs à différents niveaux, politiques, administratifs et que sais-je encore. Les Turcs, qui étaient nombreux aussi à la dernière édition, sont-ils intéressés par le Congo ? Ils sont très intéressés par le Congo. Et on a même prévu 3 missions avec eux cette année. Donc il y a un grand groupe. Donc en septembre, une partie viendra, en novembre aussi. Ils veulent aller jusqu'à Goma pour aller investir voilà, dans les secteurs agricoles. Donc ils sont intéressés par les cafés et d'autres. Voilà. Le cacao, il y en a aussi beaucoup. Oui, notre café de très bonne qualité, oui. Très prisé en Suisse également. Oui, oui. Donc au-delà de cette guerre d'agression, il y en a qui font les affaires. Voilà, qui ont compris que oui. Voilà, on ne s'arrête pas. D'autres dans le bon sens, oui. Et les uns dans le mauvais sens. Bon, on clôt cette parenthèse. Est-ce que c'est tout ce qu'on doit attendre de ce forum de Kinshasa qui va intervenir au-delà des financiers et d'abord l'activité du Palais du Peuple le 25. Oui. Qu'est-ce qui va se faire? Et le 26 au palais, plutôt au fleuve Congo Hôtel, qu'est-ce qui est prévu? Alors pour les palais du peuple, on aura plusieurs salons. Donc les premiers salons, on a presque pris tout le temps sur le financement parce que c'est la partie la plus importante. Oui, la plus importante. Et ensuite, nous avons les assurances, nous avons l'agriculture, l'infrastructure, le développement urbain. On a la partie mine aussi qu'on ne doit pas négliger. Partie mine. Donc, mine, les mines. Voilà. Déjà, ouais. Dans les mines, l'exploitation artisanale ou bien industrielle? Ils vont aborder les tout. Donc, pour la problématique qui touche voilà, les développements du secteur minier en RDC, tout ce qu'on a comme réalité, je ne suis pas experte donc, dans ces secteurs-là. Oui, oui. Ce sont nos intervenants qui vont plus nous enrichir. En fait, ils vont aborder les problématiques donc, qui existent dans les secteurs miniers et quelles sont les opportunités. Parce qu'il y a aussi des investisseurs qui peuvent être intéressés, mais localement, on peut aussi avoir des investisseurs locaux qui peuvent être intéressés à développer les secteurs. Et pour ça, c'est ce que j'ai eu comme information de certains panélistes, la partie industrialisation aussi du secteur minier. Donc, c'est aussi une question... Là, il faut absolument la transformation des matières premières. Voilà. Au lieu de les amener donc, dans leur état brut, nous perdons énormément. Oui. Lorsqu'on y donne valeur ajoutée, eh ben, on gagne aussi sur le marché international. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et après, on va aussi aborder la partie entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat en RDC, comment on pourrait encore développer, mieux accompagner l'entrepreneuriat en RDC. On va parler aussi du numérique, donc c'est quelque chose qui est très important. Donc on aura plusieurs intervenants, les responsables, je pense, qui s'occupent du numérique ici, donc celui qui sera panéliste pour la partie numérique, et surtout tout ce qui est digitalisation de l'administration. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Digitalisation de l'administration, là, les principaux bénéficiaires, je crois que ce sont les acteurs de l'administration publique. Pas seulement les acteurs de l'administration publique, les privés aussi. Là, surtout la territoriale. Vous avez vu pendant cette période de rassemblage des pièces d'identité, pièces d'études, comment les gens courent dans tous les sens. Les communes sont hyper côtoyées,
l'état civil est saturé, tout se fait de la manière que vous connaissez. Vous avez laissé le pays, mais vous continuez à le côtoyer davantage. Qu'est-ce qui doit être fait de manière à ce que quand quelqu'un a besoin de l'attestation de son certificat de naissance ou l'attestation de naissance, il doit taper sur sa machine ou son phone et puis il consulte, le document peut être même visualisé, imprimé. Voilà, c'est un peu ça le but. Donc nous, on cherche toujours à apporter des solutions. Alors pour ce qui est de la digitalisation, encore une fois, je ne suis pas experte dans ça, mais on a quelques partenaires, donc à Crédassure, qui veulent accompagner la digitalisation de l'administration. Par exemple, vous donnez l'exemple des communes. Donc comment faire en sorte que voilà, aujourd'hui, on a besoin de son acte de naissance. De manière digitale, on a vraiment l'acte de naissance authentique, ou soit, voilà, la période électorale ici en RDC. Bon, je ne sais pas comment ça se passe exactement. On a besoin de sa carte. Tout c'est fait, on gagne du temps et voilà, on est plus efficace. Et même pour les entreprises, donc l'archivage des documents. Donc on peut avoir un problème d'incendie, inondation, on perd tout. Mais tandis que si tout est digitalisé, on retrouve facilement l'historique. Et dans ce domaine, on peut installer sa start-up dans le domaine numérique qui va faire le chemin. On a un partenariat avec les privés, avec les publics. On gagne son argent sans forcément aller faire la politique. Voilà. Donc, voilà. Sans forcément créer un parti politique. C'est ça, voilà. En fait, moi, je ne suis pas contre le fait de créer un parti politique. Ne me suivez pas. Moi, je suis provocateur. Je dis que nous ne sommes pas tous obligés de créer, d'aller en politique. Si on a l'appel pour aller y changer quelque chose, tant mieux. Mais si on a des talents qu'il faut aiguiser et faire valoir, faire des affaires, il faut le faire, au lieu de rester dans les critiques et les injures et les polémiques inutiles, derrière des millionnaires qui nous manipulent par moments avec leurs amis étrangers. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. Si vous avez un mot de la fin, vous allez nous dire, mais d'abord, Crédassure Group, je vous ai vu à l'œuvre en Belgique, au-delà des bâtis, au-delà de Flao, d'où tirez-vous l'énergie financière? L'énergie intellectuelle, vous l'avez, vous êtes une femme qui se bat, qui travaille, qui a moins de temps de sommeil, j'en ai le témoignage, mais d'où tirez-vous votre force, énergie financière? Alors avant de répondre à cette question, je vais rajouter 2 éléments de la première question. On va parler de l'autonomisation de la femme aussi. Autonomisation de la femme. Et les derniers jours... Vous allez former les femmes fortes. On va... quand on dit à Kinshasa femme forte, c'est pas toujours le bon sens. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, c'est ça. Et après, on va remettre des trophées. Donc, la soirée au fleuve Congo, on va remettre quelques trophées. Comme ça, quelques jours de la journée internationale de la femme africaine. C'est pas qu'on pense qu'aux femmes, mais bon, spécialement parce que c'est à quelques jours de la journée. Nous, les hommes, on n'est pas à l'honneur. Vous êtes à l'honneur parce que vous allez venir soutenir les femmes. Donc voilà, donc on va donner... c'est toujours le soutien. On va donner quelques trophées aux femmes CEO, chefs d'entreprise. Pourquoi? C'est pour encore encourager, pousser les entreprises à croire aux femmes, qu'elles ont des capacités d'avoir les leadership et bien diriger une grande entreprise. Et aussi quelques trophées aux femmes entrepreneurs, des femmes qui accompagnent l'entrepreneuriat ici en RDC, les mettre en avant. Et aussi quelques femmes de la diaspora, donc à cheval entre les 2 pays qui boostent l'entrepreneuriat. Et pour conclure, on va aussi remettre à quelques institutions financières qui accompagnent valablement le projet des femmes. Voilà. Nous, on n'est pas à l'honneur, bien que nous ayons nos petites boîtes, on ne sera pas à l'honneur, on n'est pas prévu pour recevoir un trophée ou être mis en évidence. Alors, Esther, prochainement, vous allez penser à nous. Et l'énergie, je reviens à ma préoccupation. Voilà, c'est une très bonne question. Nani Azali Simanayo. Voilà, c'est une très bonne question. Nani Azo Kamba bilan financièrement. Très bonne question, Fabien. Financièrement, le projet Crédassure à 80% est financé par moi. Quel bénévole, comment on dit, quel sacrifice? Oui, 80% du financement, c'est moi qui finance le projet.
Et le reste, voilà, on a les soutiens, voilà, les entreprises, on a les parrains, on a, voilà. Mais du gouvernement, je n'ai pas encore eu les soutiens. Je n'ai pas encore eu ces soutiens-là. Et la Belgique, votre pays d'accueil, oui, ne fait rien au-delà de, par exemple, de l'octroi des visas, de plusieurs visas en un temps record, avec des rendez-vous dont le délai est réduit. À part ça, il n'y a aucun accompagnement. Non, je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun. La Belgique, au fait, au début, la Belgique pensait que ces projets étaient financés par les gouvernements congolais. Ah. Alors, quand voilà, c'est la dernière édition, ils m'ont posé la même question. Comment ce projet est financé? Oui. Je leur ai donné la même réponse. Ils ont dit c'est impossible. C'est incroyable. Toute cette énergie... Comme ça, je dis c'est parce que j'aime ce que je fais et j'ai la volonté d'accompagner le développement de l'entrepreneuriat. Et je suis sûre que ce projet est vu par plusieurs personnes et un jour, on aura les soutiens qu'il faut. Ozali Colonna et Copicola. Voilà. Vous êtes en train de s'aimer, oui, et vous allez récolter, ouais, un jour. Un jour. Donc il n'y a rien, surtout les bienfaits ne restent jamais, ouais, ne meurent jamais dans les sols, et surtout quand c'est de la bonne terre. Voilà, c'est ça. Mais ce que j'apprécie, c'est déjà voir la considération de tout le monde, voir tous les gouvernements, voir les ministres, voilà, déléguer des personnes. C'est déjà un départ, hein. Déléguer, avoir la volonté de participer, comprendre, travailler ensemble sur les différentes problématiques. Pour moi, c'est déjà un soutien. Oui. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on était la dernière édition en Belgique, on était aussi soutenu par les ministres présidents de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, la région de Bruxelles-Capitale, la région de Wallonie a soutenu aussi le projet. Voilà. Ça commence, hein, donc ça promet. C'est une très bonne chose. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais. Merci d'être venu et plein succès à votre action qui s'étale sur 3 jours. Conférence de presse le 24. La date sera donc, où le lieu sera fixé seulement avec des invités, les médias invités. Le 25, ce sera au Palais du Peuple. La salle de banquet? La salle de conférence internationale. La salle de conférence internationale. Et puis le 26, Fleuve Congo Hotel, c'est un grand événement au pays, Forum économique international, Crédasure l'organise, avec la participation des entrepreneurs étrangers aussi, dont des Belges. Et vous avez suivi qu'il y aura des partages enrichissants. Faisons les affaires, boostons notre économie et développons notre pays. Arrêtons des injures. Arrêtons justement aussi des colibés, des polémiques inutiles et faire les troubadours et trouvères derrière des acteurs politiques inutilement qui nous manipulent avec, par moment, l'agenda des multinationales prédatrices. Bonsoir. Chirouza vous remplace dans ce siège. Merci. Rappelez à tout le monde que vous travaillez sous les drapeaux. Et je vous demande à vous, puisque vous êtes la main agissante du pouvoir exécutif, de vous abstenir aussi. Disez de votre positionnement pour obtenir des avantages illicites ou forcer les gens à commettre ce que la loi interdit.
Mosha Galoussa Chirouza, Dieudonné avec nous, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci pour l'invitation. Je vous ai tiré de la messe alors que vous étiez dans une attitude de recueillement. Comment on appelle cette messe? Des requiem ou l'action des grâces? Bon, des requiem, je crois. Voilà. Requiem, c'est en mémoire du député national Chéribien Okende qui nous a quittés. Un homme qui n'était pas conflictuel, encore moins dangereux. Il n'avait que son verbe, avec beaucoup de respect pour des partenaires ou des adversaires politiques. Alors pourquoi celui qui a fait ça a choisi de le faire? Lui-même connaît la raison et Dieu. Mais la vérité sera connue. Entre-temps, nous parlons élection. Dieudonné, vous êtes un acteur de la société civile qui n'a pas sa langue dans la poche. À quoi joue l'Occident, omniprésent chez nous, avec une récitation et le refrain connu: élection démocratique, transparente, inclusive, libre, apaisée. Des diplomates très agités, et vous sentez que on veut contrôler le Congo, avoir par des gens qui vont être entre guillemets élus demain, et pour continuer la prédation. Est-ce que c'est votre lecture personnelle dans la franchise? Oui, peut-être avant de parler de ma lecture personnelle par rapport à ça, d'ailleurs pas une lecture personnelle mais une lecture contextuelle. Permettez-moi que je présente une fois de plus des condoléances à la famille de Chéribé. Je viens de la messe qui a été célébrée ou dite par le cardinal Ambongo. On a effectivement montré que Chéribé Okende c'était un homme humble, c'était un homme simple. Tout en étant ministre, il arrivait à servir, à être à l'église. Donc il est l'archevêque qui est revenu sur ce que vous venez de dire, la justice de Dieu, qu'on ne souhaiterait pas que ces crimes restent impunis. Voilà, donc merci Fabien de m'avoir invité une fois de plus sur ce plateau pour pouvoir décortiquer, donner une lecture globale sur ce qu'on peut considérer comme des interférences sur des matières souveraines, parce qu'il faut l'avouer clairement que les élections dans chaque pays relèvent de la souveraineté d'un État. Mais n'oublions pas qu'il y a les normes, les principes, mais aussi les standards internationaux sur lesquels découle tout l'arsenal juridique qui réglemente la question électorale. Mais ils sont très agités quand même quand il s'agit de ces fameuses élections qu'ils veulent inclusives, démocratiques, libres, transparentes. C'est le refrain chaque 5 ans. Mais le Rwanda vient de faire encore par son armée l'incursion, attestant, alléguant que les FDLR ont attaqué le Rwanda à partir du Congo. Vous connaissez, c'est pour protéger, c'est pour canaliser la sortie des minéraux pillés. C'est connu, le mensonge, la ruse de nos voisins avec les multinationales. Ils ne s'agitent pas, mais ils demandent. Là, ils demandent, quand il s'agit de l'Est, ils demandent, ils supplient le Rwanda. Mais des demandes qui ne sont pas écoutées. Mais ils sont omniprésents à Kinshasa pour faire pression. Vous croyez que c'est juste? Oui, ce n'est pas juste, d'autant plus que nous sommes devant des défis majeurs. La RDC devant les défis d'ordre sécuritaire, effectivement, comme vous venez de bien brosser les tableaux, je n'ai aucun élément à ajouter parce que nous l'avions toujours dit que la guerre à l'Est, c'est aussi une guerre liée au pillage des ressources minières de notre pays. Vous avez bien brossé les tableaux, je ne vais pas y revenir. Le deuxième défi est celui lié au processus électoral en cours. J'étais en train de dire que les élections relèvent de la souveraineté d'un pays et toutes les matières électorales tirent leur essence sur 3 éléments. Toujours la trilogie électorale. Il s'agit des principes, des normes et des standards internationaux. Dès lors qu'on constate qu'il y a effectivement quelques éléments ou une orientation, on fait une lecture de l'environnement électoral d'un pays où on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui peut créer des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? J'y arrive, Fabien. On se regarde dans les yeux. Oui, oui. On plante un décor du chaos, de la confusion. Et on dit, ça ne va pas, nous allons dans la mauvaise direction. Des hommes qui créent ça. Et vous voulez dire quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je pense qu'il faut être franc et il faut dire la vérité. La vérité actuellement, pour le bien du pays, il y a une méfiance dans les processus électoraux actuels. L'autre fois, j'étais ici, j'ai salué 2 petites avancées. Malheureusement, la CENI avance en reculant.
on vient de voir, après avoir annoncé, après avoir convoqué l'électorat, il y a une méfiance. Même les compétiteurs de toutes les tendances n'ont pas déposé les candidatures. Or, vous savez que... Ce que vous dites est vrai. Matata a déposé comme candidat député national. Non. Les gens ont des difficultés de composer leur dossier. On leur a accordé le moratoire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président de la CENI lui-même, vous êtes l'homme le plus cultivé parmi les journalistes. Le président de la CENI, Nanga lui-même venait de le dire devant... Président de la CENI, c'est Kadima, c'est pas Nanga. Denis Kadima, je m'explique, lapsus linguistique. Denis Kadima lui-même venait de dire qu'il s'étonne après avoir prorogé 7 jours de plus. Malheureusement ou heureusement, les 7 jours-là, que pour moi, je considère comme un rétropédalage de la CENI par rapport à ce que le président de la CENI a affirmé qu'il n'y aura pas de prorogation. Il a donné un délai non compressible pour le dépôt, la réception et le traitement des candidatures. Après les délais là, il est parti visiter des BRTC en Djili et à Kalam, où nous suivons de plus près. Lui-même, Denis Kadima, a dit dans ses propres mots, dans sa propre bouche, sur base de son constat, qu'il est quand même déçu de ne pas voir l'engouement des candidats malgré qu'on a prorogé. Et donc ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le cas de Matata simple, il y a des circonscriptions. Alors vous voulez qu'il y ait des millions de candidats députés nationaux. Oui, vous ne voulez pas avoir quand même les bulletins davantage. Non, j'y arrive. Ce n'est pas moi qui le veux. Quand on fait une analyse rétroactive, on prend les cycles passés, il y avait 15 640 combien de candidats députés nationaux, 17 837 députés provinciaux. Les cycles antécédents, antérieurs plutôt, il y avait, je crois, 12 000 ou 13 000. Bien avant, il y avait 7 000. Donc, il y a une croissance des candidatures, malgré les mesures qu'on est en train de prendre sur les seuils de recevabilité des listes. Mais on s'attendait à plus de 17 000, plus de 15 000. Mais malheureusement, il y a des circonscriptions, Fabien, je ne sais pas comment je vais le dire pour que je puisse me faire comprendre, où il n'y a pas eu de candidats au prorata des sièges par circonscription électorale. C'est-à-dire, vous trouvez une circonscription électorale de 5 sièges, mais on est arrivé où il n'y avait qu'un seul ou 2 candidats. Oui. Or... Monsieur Mouchagaloussa, le délai supplémentaire, ce n'est pas vous qui avez fait de très bonnes études, comment vous appelez ça? Ce délai de 7 jours. Prorogation. Oui, mais... est-ce qu'il a déjà expiré? Non, il n'a pas expiré. Mais pourquoi faire une déduction dangereuse? Non, je ne fais pas une déduction. C'était prévisible si vous prenez en compte 5 éléments majeurs, en dehors d'autres éléments secondaires. Vous prenez d'abord le premier élément, il s'agit effectivement du volume des candidatures qu'on devrait attendre plus de 15 000. On ne pouvait pas obtenir ça avec les autres étapes de retrait, d'ajout, de substitution des candidatures. Prendre seulement un délai non compressible de 30 jours parce qu'à ce moment, on ne va pas atteindre. Il fallait prendre en compte un élément lié à la desserte en termes logistiques où tous les partis politiques ont des sièges à Kinshasa et il faut envoyer les mandataires qui vont quitter Kinshasa pour aller déposer les listes dans les circonscriptions. Donc pour vous, au lieu de 7 jours, il fallait 30 jours. Oui, il fallait prendre 30 jours ouvrables en termes de dépôt et maintenant on prend la prorogation après qui devrait se limiter sur 3 phases principales, cette prorogation. Les retraits, puisqu'à un moment donné, on peut déposer la liste et ça c'est la loi qui le permet. Il peut y avoir un retrait d'une candidature, il peut y avoir l'ajout, il peut y avoir la substitution d'une autre candidature plutôt. Et à ce moment, on aurait pris tous ces éléments-là en compte et on n'aurait pas donné cette affirmation. Ce que nous disons ici, c'est-à-dire le président de la CENI, Denis Kadima, en annonçant au public... Est-ce que la société civile, le panel d'experts, vous avez fait une proposition écrite dans le cadre de votre, ce qu'on appelle cadre de concertation? Avez-vous fait cette proposition au bureau de la CENI à la plénière? Oui, les propositions, il faut dire que c'est dans le cadre de concertation qu'il faut arriver à échanger avec le président de la CENI ou avec l'ensemble de l'équipe de la CENI. Malheureusement, les petites avancées qu'on avait effectuées, nous pensions que ça va continuer et surtout, généralement, c'est à la veille de la convocation de l'électorat qu'il faut rentabiliser, qu'il faut multiplier ce cadre de concertation, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'également, l'élément qui a rattrapé la CENI par rapport à cette prorogation, c'est aussi des éléments majeurs. Il s'agit effectivement du cadre de concertation où on devait informer les compétiteurs de toutes les tendances, indépendants, partis politiques et regroupements politiques, sur les éléments constitutifs du dossier qu'on devrait mettre. Mais il est arrivé même aux gens d'arriver sur les BRTC, ils ne savaient pas quels sont les éléments
ceux qui devraient certifier leur diplôme, ceux qui devraient amener les documents en rapport avec l'expérience politique. Donc le délai court. Les délais étaient tellement courts et on n'a pas tenu compte des 5 éléments majeurs. La mobilité qui pose problème, c'est-à-dire le déplacement, oui, le volume de candidatures, l'état des routes, volume de candidatures, les éléments constitutifs du justement, les démarches, les procédures administratives, avec comment on dit, les notaires qui est absent, il est venu en retard, patati patata, et ainsi de suite. Exactement. Il y a également l'élément relatif, je l'ai toujours dit Fabien, et je le dis toujours pour le bien de la CENI. La CENI a assassiné, a brisé, a cassé sciemment, volontairement l'éducation civique électorale qui est la colonne vertébrale des élections. Vous avez vu que c'est pendant cette période que les gens... Vous le faites, nous, la société civile. Oui, effectivement, on le fait, mais vous savez, c'est lui qui a la plénitude de la question électorale qui doit donner les orientations. Il s'agit de l'institution qui a cette question en charge, la CENI. Et c'est la CENI qui doit donner les matériels, tout ce qui concerne ce qu'il faut produire. C'est la CENI qui doit être en mesure pour dire, bon, voici la ligne de conduite. Vous qui êtes des auxiliaires, des préposés à ces questions, voici comment c'est ce que vous devez orienter. Voici les éléments de diffusion, voici les éléments constitutifs. Et à ce moment-là, nous qui sommes dans l'éducation civique et électorale, et spécialement les DICL et d'autres commissions, d'autres composantes, ils vont se greffer sur la ligne, sur l'orientation que la CENI a donnée. Mais dès lors que la CENI elle-même n'entre pas dans la sensibilisation, ne fait pas ça une préoccupation majeure, contrairement au cycle passé, il est normal qu'on puisse y arriver. C'est à travers cette éducation... Permettez, Fabien. Ce sont toutes ces raisons, M. Mouchagaloussa, qui doivent faire intervenir les étrangers dans le processus électoral jusqu'à amorcer les démarches tendant à obtenir une transition et le report des élections. Monsieur Mouchagaloussa, oui, c'est vous qui les invitez? Non, c'est pas nous. J'ai dit, j'ai fait des considérations d'ordre général, scientifique et référentiel par rapport à d'autres pays ou ailleurs ce qui se passe. C'est-à-dire, dès lors qu'une élection, on constate qu'elle n'est pas inclusive, et c'est le cas pour le moment, il y a des partis qui ne veulent pas participer, il y a des partis qu'on suppose sont en train d'être exclus par rapport à l'environnement politique. Il y a donc tout un tas de choses sur lesquelles il faut les mettre en face, Fabien. Il faut être patriotique, comme vous l'avez toujours été. Je sais que vous aimez beaucoup ces pays, vous pouvez mourir pour les pays, mais il y a des réalités qu'on ne peut pas échapper. Raison pour laquelle nous, on est parti même au-delà pour dire, comme il y a cette méfiance, il faut deux éléments principaux en une seconde. Le premier élément, il faut la réqualification du processus électoral actuel. Et à côté de cela, il faut réfléchir sur une mise en place des mécanismes de certification des résultats pour protéger et la CENI, mais aussi pour garantir les uns et les autres que la sincérité des urnes, c'est là ce qui sera proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous avons produit un communiqué, nous l'avons envoyé à tout le monde, nous avons dit, pour préserver le pays du chaos et pour éviter qu'effectivement il y ait cette ingérence qui va venir de l'autre côté, on réfléchit sur un mécanisme de certification des résultats qui permet de garantir et d'éliminer des suspicions de fraude et des doutes qui peuvent surgir à la proclamation des résultats, pour qu'en fait les résultats qui seront proclamés par la CENI puissent être confirmés par la Cour constitutionnelle, tout en se posant la question, est-ce qu'il n'est pas le moment pour pouvoir requalifier le processus électoral? Et je suis convaincu que le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est préoccupé par la stabilité de ce pays, il l'a même dit lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il est intéressé au plus haut point de la stabilité du pays. Nous pensons qu'il est important qu'on puisse réunir l'ensemble des fils, des dignes filles de ce pays, pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment on peut atterrir, parce que si on y va de la manière où nous sommes en train d'y aller, vous venez de parler déjà de l'ingérence extérieure, il y a ces remous internes qui sont là, il y a ces manques de confiance que nous pouvons constater, il y a également ces rétropédalages du côté de la CENI, il y a autant d'éléments, il y a cette situation sécuritaire à l'est du pays, donc il est important que l'ensemble des dignes fils de ces pays, l'ensemble des vaillantes femmes et filles de ces pays... Et ce recadrage va se faire dans quel cadre là? Nous savons que... Un dialogue? Moi j'ai confiance, Fabien, laisse-moi vous le dire, la main au cœur, j'ai confiance au président de la République. J'ai vu comment est-ce qu'il a mis toutes les énergies
quand on a créé l'Union sacrée, comment il a fait les consultations avec les forces vives et forces politiques. Concrètement, au lieu d'aller dans le discours politique, donc il faut un dialogue et reporter les élections. Il faut qu'on puisse trouver un mécanisme d'avoir des élections apaisées qui englobent tout le monde. C'est-à-dire, quand on reporte, il faut un gouvernement où chacun va retrouver son comment on appelle son steak. Bon, je ne pense pas qu'il faut nécessairement cela, mais il est important quand même qu'on puisse se retrouver pour réfléchir comment on va atterrir. Sinon, il y aura... Personne ne peut souhaiter qu'il y ait des casses. Mieux vaut que les gens se comprennent. Vous prophétisez beaucoup des lendemains incertains, hein? Bon, pas nécessairement. J'avais prédit, j'étais le premier ou notre structure, le tout premier après la publication de la feuille de route, contre tous encore, sur ce plateau, ça fait débat, qu'il n'est pas certain que les élections aient lieu le 20 décembre. L'histoire est en train de me donner raison. D'ailleurs, le 20 décembre, je le confirme haut et fort. Donc il y aura dialogue. Les Occidentaux sont derrière pour faire entrer leur poulain dans l'affaire et puis jouer la carte. Fabien, vous avez produit beaucoup d'hommes politiques importants dans ce pays, dont moi-même, je dois vous rassurer, être reconnaissant. J'ai dit que si les élections ont lieu le 20 décembre, je ne passerai plus jamais dans les médias. Bon, on a enregistré votre déclaration sur Banaboka Congo. Vous pouvez retrouver ce magazine, le grand live sur votre chaîne. Merci beaucoup. Dédéné Mouchagalousa Tulouza. Peut-être après décembre, nous reprendrons cette interview, peut-être pour vous mettre devant la réalité. Bonsoir. Bonsoir Fabien, merci, salutations à tous les téléspectateurs de Télé 50. Mouchagalousa, le coordonnateur du panel d'experts de la société civile, dans moins de 10 minutes le journal. Sur votre chaîne, retrouvez ce magazine à 23h30, 0h tout au plus tard, sur votre chaîne. Bonsoir chez vous.